Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout premier podcast d'Ensemble vers un monde meilleur. Je suis vraiment très très heureux de vous accueillir. Podcast qui est sur le thème de l'échange pour un monde meilleur. Aujourd'hui, on va aborder un thème, un sujet qui est d'actualité et dans lequel les médias, beaucoup de gens parlent. Bien entendu, on va parler des gilets jaunes, mais on va aborder, nous, les gilets jaunes, je pense, d'une manière complètement différente. L'idée de ce podcast, c'est de montrer, d'expliquer comment fonctionne l'ancien monde, de parler des changements qui sont en train de se produire actuellement et montrer le mouvement vers lequel ça va pour amener vers le nouveau monde. Donc, on va échanger sur l'histoire des gilets jaunes, mais beaucoup plus en profondeur. Donc là, je suis avec 3 super personnes. Voilà, je vois les sourires, je vois ouais, trop bien. Et donc, je suis avec Maxime, je suis avec Magali et Romuald. Et je vais vous demander de vous présenter rapidement, hein, pour que les gens sachent un petit peu qui est là pour ce, pour ce podcast. Donc, vas-y, Maxime, je t'en prie, ouvre le bal. Merci. Bonjour à tous, bonjour à vous trois. Maxime, formateur. Voilà, formateur en développement personnel. L'intention, c'est simplement d'apporter de l'information au travers de mon métier, qui se passe soit via des vidéos, soit des méditations, soit voilà, toutes sortes de contenu vaste et varié pour apporter cette nouvelle philosophie de vie, ce nouveau truc qui fait que la vie est différente quand on l'a. On peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler le déclic, on peut l'appeler ce qu'on veut. C'est ça l'idée en tout cas, c'est d'apporter une information qui fait une différence et qui permet d'accéder à une vie meilleure pour soi-même et par ricochet, une vie meilleure pour tout le monde. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et le monde est tout beau. Voilà ce que je fais. Et c'est génial. Waouh! Magali? Bonjour. Eh bien, moi, j'émerge de plusieurs années de difficultés où j'ai vécu la maladie et du coup, j'ai appris à redécouvrir qui je suis, à redécouvrir ce qui est important dans la vie, à reprendre soin de moi. Et petit à petit, je me suis aperçue ces derniers mois que j'ai déjà une connexion au nouveau monde qui arrive, aux nouvelles valeurs. Et j'aime vraiment faire prendre conscience aux gens de comment ils peuvent transformer leur message ou leur, euh, leur présentation via le web en corrélation avec les nouvelles valeurs. Ça me tient vraiment à cœur et j'apporte toujours une petite touche d'idées nouvelles et d'authenticité. Moi, je suis Romuald Le Sage, je suis cofondateur de Marketing Humaniste et cofondateur d'Ensemble vers un monde meilleur, qui est une communauté de formateurs en ligne et dont le but est de mettre des formations en ligne pour délivrer un savoir-faire et des compétences, une expertise qui tente à rendre le monde meilleur de plus en plus au quotidien, petit à petit, pas après pas. Et voilà, en gros, on essaie d'améliorer les choses pour faire en sorte que, on reste pas dans l'impasse dans laquelle, on est aujourd'hui. On parlait d'impasse politique avec les gilets jaunes, d'impasse écologique avec la planète. Donc il faut bien faire quelque chose. Donc un peu comme tout le monde ici, on essaie de faire un pas, mettre notre pierre à l'édifice et puis, d'avancer concrètement et pas seulement brasser des idées ou râler dans son coin, quoi. Je crois qu'on a aussi un point commun, c'est l'intuition. Effectivement. Exact. Il faut le préciser, hein, c'est Exact. important. C'est important. On évite de travailler principalement avec le mental, mais essayer d'être connecté au cœur tous ensemble. Donc, c'est une autre dimension. Ça pourrait être un sujet complet de podcast, Mmh. l'intuition. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, je pourrais même en faire une dizaine, je pense, de podcasts là-dessus. Mais oui. Bon, du coup, Juste pour en parler une seconde de ça, le fait même qu'on soit 4 intuitifs
réunis et qu'on est 4 sur 4 intuitifs, c'est déjà une aberration statistique. Voilà, je ne développe pas plus. Normalement, quand il y a 4 intuitifs, quand il y a 4 personnes, en général, il y a un intuitif et les autres sont sensitifs, ne fonctionnent pas de la même manière que nous. Voilà. Nous attirons nos semblables. Ah ça oui, c'est normal, on attire Donc, les gens c'est qui nous normal. comprennent et qui sont simples et fluides pour nous aussi, pas qu'au niveau de la communication, mais au niveau du ressenti, même à demi-mot, ce genre de choses, enfin voilà. Et le vivre en immersion comme on a pu le vivre avec Maxime, et puis 2 autres intuitifs, c'est même assez marquant. C'est troublant même. Du coup, ce serait pas juste que je me présente pas, Mais non. parce que bon, tout le monde s'est présenté, donc c'est aussi à mon tour. Juste pour dire une chose, pour rebondir sur ce que disait Romuald, ce podcast, il est né d'Ensemble vers un monde meilleur. C'est grâce à ça, c'est grâce au fait que la communauté rassemble des experts et qu'elle permette à ces experts aussi de rentrer en contact, en relation. Ça permet de créer ce premier podcast et je l'espère de créer d'autres podcasts qui vont apporter beaucoup de valeur, qui vont créer des rencontres, qui vont créer aussi du coup des échanges super. Et donc du coup, voilà, Ensemble vers mon meilleur, c'est aussi cela. C'est aussi des rencontres, des échanges, de la création, de la nouveauté, de la magie, enfin voilà quoi. Donc moi me présenter en quelques mots, je vais dire que je suis un MacGyver de la liberté, tu vois, intuition, bam comme ça. Pourquoi MacGyver? Parce que je suis un peu un touche-à-tout. J'adore l'audiovisuel, notamment c'est pour ça que aussi j'ai eu l'idée de faire les podcasts, que ça touche à l'audiovisuel. J'ai eu la chance, la vie m'a amené à rencontrer Thibaut et Romuald, qui m'a fait du coup travailler avec eux. Donc je suis salarié pour Marketing Humaniste et donc je participe aussi à l'élaboration d'Ensemble vers un monde meilleur. Et pour moi, c'est juste une aubaine de la vie. C'est vraiment un cadeau de la vie. Donc je suis vraiment très très content et aussi c'est montrer que moi je suis un féru de liberté. Pour moi la liberté c'est quelque chose qui est très très important et c'est montrer qu'on peut travailler en ayant une liberté et en plus de ça du coup moi je suis super content de faire un travail qui contribue à rendre le monde meilleur. Et je pense que je l'ai aussi attiré c'est venu aussi à moi parce que j'ai aussi ça au fond de moi, même si je pense que je le conscientise peut-être pas autant que vous, peut-être parce que je suis encore jeune, bref, j'en sais rien, mais voilà, je sais que j'ai amené ça à moi et oui, bon. J'ai 27 ans, hein, donc voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, là, on va aborder du coup le sujet des Gilets jaunes. Donc pour rappel, on va aborder l'ancien monde, expliquer un petit peu qu'est-ce que t'es l'ancien monde pour en parler, les changements qui sont en train de se faire maintenant, mais plus je pense l'aborder en profondeur, et ensuite montrer vers quoi ça tend pour aller vers ce nouveau monde. Donc voilà, et aussi montrer important que tout ça, ça peut se faire s'il y a un travail sur soi. Parce que ça, c'est important, un travail sur soi. Juste pour introduire ça, je critique pas, je juge pas, mais j'entends beaucoup de personnes qui disent l'État, c'est la faute de l'État, il doit faire des choses. Il y a du vrai, mais il y a aussi, je pense qu'on a tous une part de responsabilité. On doit apprendre des choses, on doit se former, on doit développer notre conscience. Et ça, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Voilà, j'introduis cette discussion. Du coup, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est déjà un changement de paradigme en soi. Tu es un féru de liberté, un MacGyver de la liberté, comme tu l'as si bien dit, mais tu es aussi salarié chez nous. Et en fait, pour beaucoup de gens, être salarié, c'est la prison. C'est le fait de ne pas avoir sa capacité entrepreneuriale, c'est le fait de ne pas pouvoir être libre, justement. Et je te remercie pour ce témoignage et puis ce témoignage aussi de gratitude de manière indirecte que j'ai bien vu entre les lignes. Merci. Mais surtout ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que nous, ce qu'on a mis en place, c'est une entreprise libérée et tu as pu garder ta flamme d'entrepreneur au sein même de la structure. Et finalement, le statut salarial n'est qu'un statut.
Ce n'est pas tout. Tu n'es pas salarié. Tu as juste un statut de salarié. Et ça fait une vraie petite différence qui est vraiment énorme en fait au jour le jour. Et toi, ça déclenche du bonheur. Il y a beaucoup de salariés qui souffrent au travail de privation d'autonomie ou de liberté. Et voilà justement un changement de paradigme. C'est peut-être pas par là qu'il fallait commencer, mais par contre, il y a le monde salarial, il y a l'ancien monde salarial, ou en tout cas de l'entreprise, avec beaucoup de gens qui souffrent de ce monde, notamment la notion de travail est déjà une notion de souffrance, de manière étymologique. Et là, on voit bien que toi, tu travailles pour donner du sens à ta vie, pour, heu, pour rester libre. Et tu as choisi d'être, c'est toi qui as choisi en plus d'être salarié, d'être choisi, enfin, tu as choisi d'être salarié avec nous. Ce qui montre bien que là, il y a vraiment un changement de paradigme. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, ce changement de paradigme-là, comme ça s'est fait là, à l'image de l'entreprise, en fait, c'est toute la société qui est en train d'être bouleversée, Mmh. actuellement. Et puis quand on parle des gilets jaunes, on peut avoir, différents niveaux de lecture et on va l'aborder certainement, dans ce podcast. Moi, au premier abord, je vais introduire vu que j'ai eu le premier niveau de lecture. Quand, les gilets jaunes, ont commencé à manifester, très honnêtement, je me suis dit: «Qui c'est ces emmerdeurs qui vont encore aller me bloquer les routes? Ça va être l'enfer, pour pouvoir, aller voir, ma grand-mère». Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Je vous le cache pas, je dissimule rien. C'est exactement ce que je me suis dit. Et puis j'avais pas tort, hein, parce qu'il y avait des ralentissements sur les routes, fallait voir, le cirque. Après le mouvement a dégénéré, avec beaucoup de violence, heu et en fait de ce côté, un petit peu radical est née, 2 tendances. La violence pure et dure, qui sert à rien, qui est vraiment, répréhensible et ainsi de suite. Et une autre forme de revendication, qui tend justement à demander un changement, beaucoup plus radical, beaucoup plus profond et qui tend, justement, vers, le nouveau monde. Moi, quand j'ai eu le 1er niveau de lecture, je me suis dit: «Ils vont tout nous bloquer». J'ai commencé par me dire: «Mais, qu'est-ce que c'est que leurs revendications? Qu'est-ce qu'ils veulent?» Puis alors, bon, au départ, ils étaient pas du tout, organisés. Tout ce qu'on entendait, c'est: «Ouais, on veut plus de pognon». Alors on savait pas d'où, comment, sous quelle forme, c'était un vrai bazar. Et puis, donc j'étais contre ce mouvement. Et il y a eu un moment où il y a eu, une bascule, heu, où le mouvement a pris en maturité, en fait. S'est bonifié, au fur et à mesure des semaines. Et bah, au lieu de demander du pognon, à un moment, on s'est mis à demander: «On veut plus de démocratie, on veut un référendum d'initiative citoyenne». À partir de là, j'ai commencé à adhérer à cette porte ouverte vers un nouveau monde, parce que qui dit référendum et qui dit pouvoir, démocratique au peuple, dit aussi, peut-être passage à une autre manière de vivre, de coexister ensemble, de recréer la société, de recréer, les entreprises, l'agriculture, l'éducation. Donc voilà. Voilà, moi j'en étais là pour ma première lecture et deuxième apport. C'est génial ce que tu dis parce que en plus là ce que tu dis, c'est le premier niveau de lecture et tout le monde déjà peut se raccrocher à ça déjà. Et ça c'est génial. Mais il y a un second niveau de lecture. Je vais reprendre la parole, c'est Magali. Moi, j'arrivais pas à comprendre mon positionnement au début sur ce mouvement. Ça a été assez similaire, mais pas qu'est-ce qui m'embête. C'était, j'arrive pas à comprendre où est-ce que je dois être sur ce mouvement. Comment je dois le ressentir, où est ma place. Euh, et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que déjà, il y avait des valeurs de solidarité, d'union et de rencontre qui étaient exceptionnelles. C'est-à-dire que les gens se retrouvaient dehors, vivaient des moments de partage. Et juste ça, c'était déjà fabuleux, quelque chose qui n'existait pas, où aujourd'hui, on se retrouve tous dans nos maisons, on ne se rencontre plus. Et ils se sont mis tous à discuter et à commencer à réfléchir à un autre monde
et des personnes qui ont réfléchi au RIC ont commencé à faire des constats exceptionnels, par exemple dire que justement les ronds-points permettaient aux gens de devenir citoyens. Et en fait, ils commençaient à réfléchir et à s'impliquer sur le monde politique et à reprendre leur pouvoir, puisqu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tous donné leur pouvoir à des gens extérieurs et que ça allait plus du tout et qu'il allait falloir le reprendre. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et ça continue de manière, moi je trouve ça très pacifique. C'est 99 au moins de pacifique, même si la télé nous montre le contraire. Les images web nous montrent vraiment un énorme pacifisme et aussi un mouvement d'union qui est vraiment magnifique. Là, dans peu de temps, il va y avoir des chaînes humaines à travers toute la France qui sont mises en place. Et on nous montre vraiment des symboles, en fait, des symboles de soutien, de gens qui se rassemblent dans un même objectif. Alors l'objectif, c'est vrai qu'il est assez multiple, mais la priorité, c'est vraiment de pouvoir reprendre la main sur l'État aujourd'hui. Donc, et arrêter ces injustices exceptionnelles. Et donc tout ça, je trouve ça splendide. Finalement, il y a quelque chose de très très émouvant. Et il y a des moments où ça prend aux tripes, ça fait remuer tout le corps tellement frissonner, tellement c'est fort. Il y a eu des images, ils jouent avec énormément de symboles, c'est splendide. Ouais, juste pour rebondir, pour ceux qui ne savent pas, mais qu'est-ce donc le RIC? Alors, tu veux que je te le fasse? Alors, c'est le référendum d'initiative populaire en toute matière qui est demandé, c'est-à-dire sur 4 points fondamentaux. La Constitution, c'est-à-dire que le peuple puisse voter par référendum. Il faut mettre au point une limite de nombre de participations pour pouvoir changer des points forts clés de la Constitution, ou alors carrément réécrire une et tout le monde vote. Ensuite, il y a, parce qu'il y a un point fort au niveau de l'article 3 qui est très très important, c'est-à-dire que on dit que la Constitution en fait est remise aux mains, le pouvoir est au peuple représenté par des personnes, par des représentants. Et donc du coup, finalement, le pouvoir n'est plus au peuple. Donc il y a quelques petits mots qui seraient chouettes d'être enlevés pour qu'on puisse mettre le RIC, sinon on ne peut pas. Et donc ça, c'est le premier point, le socle, puisque la Constitution, c'est la partie qui va rendre légales ou non des lois qui arrivent par la suite. Et donc au niveau des lois, on pourrait mettre en place des référendums pour créer de nouvelles lois ou en révoquer, donc en supprimer ou en revoir. Et il y a le référendum révocatoire qui permet au peuple de licencier ou de créer des démissions. De faire partir des personnes qui sont élues, qui ont fait des promesses et qui ne les tiennent pas ou qui ne sont plus considérées comme à leur place. Qui font des grosses erreurs, on va dire. Comme un salarié aujourd'hui qui fait une grosse erreur, on peut le licencier. Aujourd'hui, nos élus, on ne peut pas les licencier pour faute grave. Donc, c'est gênant. T'es sûr que c'est embêtant que ça aille pas dans les deux sens, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et je viens de voir tout à l'heure un reportage sur la Suède où en fait tous les élus sont extrêmement encadrés. Toutes leurs dépenses sont sous note de frais, comme un salarié fait des notes de frais, doivent tout justifier, tous leurs déplacements et puis ils n'ont pas le droit d'avoir des personnes qui travaillent avec eux que eux-mêmes choisissent. C'est complètement contrôlé. Et donc, les sommes sont justes. Quand on leur a parlé de ce qui se passait en France, ils rigolaient, mais c'est impossible chez nous.
Et voilà, il existe des exemples de pays qui nous montrent l'exemple. En Islande, ils ont carrément réussi à obtenir tout ce qu'on souhaite, avec une énorme révolution, certes, mais voilà, on a l'exemple qui nous montre que c'est envisageable. Donc, plein d'espoir. Vas-y, Rome. Je vais faire une transition pour donner la parole à Maxime. Je vais servir sur un plateau d'argent. Ce que je trouve très intéressant avec ce mouvement, c'est qu'on voit des gens qui avaient complètement laissé tomber leur éducation civique et politique, la reprendre, se réintéresser, retrouver le goût de la politique. Politique, ça vient aussi de police, ça vient de la cité, ça vient de qu'est-ce qu'on va faire dans notre ville, quoi, enfin, dans notre pays. Et donc il y a vraiment cette notion de reprendre en main. La politique, c'est pas un mot sale. Pour beaucoup, en fait, politique, ça veut dire prise de tête. Je comprends rien à ce qu'ils racontent. C'est ennuyeux. Enfin, voilà. Alors que ça peut être absolument passionnant. C'est le projet d'un pays, quoi. C'est le projet d'une ville, c'est le projet d'une région. Enfin, enfin, au niveau entrepreneurial, c'est magnifique. Et puis en plus, il y a énormément de choses qu'on ne peut faire qu'en politique. On ne peut pas aménager le territoire si on est juste entrepreneur lambda. Un entrepreneur politique, entre guillemets, un politicien, du coup, enfin, peut-être pas un politicien justement, on pourrait peut-être s'en débarrasser. Lui, il va avoir le pouvoir de réaménager un territoire pour faire en sorte qu'il soit plus juste, plus équilibré. Enfin, vous m'avez compris. Et donc là, on a des gens qui franchement avaient abandonné parce que soit c'était pas dans leur culture, soit ça les intéressait plus du tout, et soit parce que aussi on a l'impression que parfois les politiciens le font presque exprès de parler dans un langage codé qui fait que bon je laisse tomber, quoi, c'est pas la peine. Alors moi j'ai la chance d'avoir toujours eu de l'intérêt pour ce domaine. Depuis l'âge de 12 ans, je suis les débats, j'ai toujours lu les programmes, je regarde l'Assemblée nationale à la télévision, pour vous dire à quel point j'aimais les trucs un peu ennuyeuses. Enfin voilà, je lisais les magazines politiques, je m'abonnais aux magazines politiques, donc je veux dire, je dépensais même de l'argent pour avoir cette culture. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que dans un premier abord, je suis étonné quand les gens me disent en fait, je comprends pas ce qu'ils me disent, ou je suis pas au courant, ou je suis. Mon premier abord, dans un premier abord, j'ai l'impression de dire que la personne n'a fait pas son devoir civique. L'exception, c'est plutôt moi. Le fait de le fait de s'intéresser à la politique, c'est plutôt étrange finalement. Et c'est tellement dommage. Et ouais, moi j'aurais envie que les gens, comment dire, retrouvent leur pouvoir, parce que s'intéresser à la politique, c'est aussi retrouver son pouvoir de faire changer le pays. Et ça permet aussi, et je fais une double introduction du coup, de prendre la responsabilité de sa vie, au lieu de se dire: «Ah oui, c'est la faute des politiques, c'est la faute du pays, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ceci, cela». Donc voilà, Maxime, toi, là-dessus, tu auras 2 points de vue différents du mien sur l'appropriation politique, et puis aussi sur l'appropriation de qu'est-ce que je fais de ma vie, quelle responsabilité, quelle prise en main je fais de ma vie, ou alors est-ce que je subis sans arrêt les événements en faisant que de me plaindre, quoi. Exactement. Je peux rebondir là-dessus. Assez simplement. Fais-toi plaisir. En effet. Sur deux aspects, c'est-à-dire le premier aspect qui est mon point de vue complètement opposé à celui de Romuald. Moi, la politique, je pense que depuis l'âge de 12 ans, je m'en suis désintéressé, sans doute même bien avant. Je pense même que je m'en suis jamais intéressé. Sans doute parce que ça me paraissait un petit peu, comme vous avez dit, je sais pas, du codage, des textes abscons et tout un truc que je pigeais pas trop. Et puis je voyais pas trop l'aspect concret de tout ça, à part des gens qui parlent et qui n'ont pas l'air d'être d'accord en plus. En plus, il y avait souvent dans ces débats politiques des énergies très très violentes, en tout cas beaucoup d'agressivité, beaucoup de contradictions, beaucoup de reproches, en tout cas, quelque chose qui devait sans doute m'agresser, enfin, je pense qu'il m'agresse tout court, hein, donc un désintéressement. Et puis, le parcours a fait qu'il n'y avait pas la télé dans les endroits où j'étais. Enfin, voilà, donc il y a eu une rupture effectivement avec ce qu'on appelle la société.
Voilà, avec une philosophie de vie qui était plutôt axée sur travail, hein, et puis voilà, travail, t'auras un résultat en travaillant. Donc, je me suis plutôt engouffré dans cette partie-là. Donc, voilà, et aujourd'hui, sans aide extérieure, comme on le fait maintenant là, sans aide d'un apport plus concret et simplifié des choses, je n'arrive pas à adhérer. Voilà. Je sais pas si je le fais consciemment ou inconsciemment, mais il n'y a pas de place dans mon cerveau pour aller réfléchir à ce qu'il a voulu dire. Et puis en plus, j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien parce que j'ai pas l'impression d'avoir la main là-dessus. Donc, et donc c'est comme ça qu'est venue ma deuxième philosophie de vie, c'est-à-dire bon ben ok, je vis dans un monde qui me plaît pas plus que ça, tout ça me dépasse, en plus je peux rien y faire. Il y a des guerres, il y a des trucs, il y a des machins, ok, mais finalement, que je sois content ou pas content, voilà, vraiment cette notion de rien pouvoir y faire, ou pas grand-chose, parce qu'il y a des pétitions sur Internet, bon, admettons, chose que je crois que j'ai jamais fait de ma vie. Et puis, le développement personnel s'est pointé là-dedans, et puis une des premières choses que j'ai apprises, c'est la psychologie positive qui me l'a enseigné, au travers d'études, hein, parce qu'en plus j'avais quand même un cerveau qui avait été bien conditionné, et donc j'ai trouvé ressources dans la psychologie positive, et un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est l'environnement agit sur ton bonheur qu'à hauteur de 10%. 50%, c'est ta capacité génétique, c'est-à-dire si tu as une allèle longue ou une allèle courte, et du coup ça fait de toi quelqu'un qui a un accès plus facile. Si tu es né petit, ben voilà, peut-être que tu vas te faire un peu plus critiquer, machin, bon. Il y a du génétique, ok, qui voilà, directement lié à notre capacité à être en contact avec ce carburant de bonheur là, les hormones, toutes ces choses-là. 40%, c'est le travail qu'on peut faire sur soi, cette espèce de plasticité là, cérébrale, neuronale. Là. Et puis 10%, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que tout, le contexte extérieur, c'est 10% d'influence sur le bonheur. Et là, il s'est passé quelque chose d'important, je pense, à ce moment-là. Je me suis dit, ben, politique, pas politique, que j'habite à droite ou à gauche, que tout ça, en fait, on s'en conne pas mal. Moi, ce que je veux, c'est être heureux dans ma vie, d'abord et avant tout. Et en plus, il n'y a que quand je serai heureux que je pourrai enfin être bien déjà pour moi et puis contaminer, contribuer, propager, informer. Et donc, il y a un truc qui est important, c'est d'abord moi et mon bonheur, ma capacité à être heureux, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire décider que ce soit moi qui décide et arrêter de croire que c'est l'extérieur qui doit décider à ma place de comment je me sens. Alors oui, il y a une influence, mais elle est de 10%. Donc voilà, c'est important. Et du coup, gilet jaune, pas gilet jaune, politique, pas politique, guerre, pas guerre, influence, pas influence, parent, pas parent, je me suis fait battre, je me suis pas fait battre, 10%. Voilà. Et là-dessus, c'est là-dessus que moi j'ai continué ma vie, ma démarche perso, jusqu'à arriver aujourd'hui où effectivement, il y a un intérêt à s'intéresser de tout ça. Voilà, même si moi je le vis d'une certaine manière qui est certainement pas celle de Romuald, mais il y a un intérêt à voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi ils le font? Parce qu'effectivement, moi j'ai eu mon premier réflexe quand les Gilets jaunes sont débarqués, c'est de supprimer tous les gens qui me polluaient mon fil d'actualité sur Facebook avec les Gilets jaunes, quoi. Voilà. Parce que pas de compréhension de tout ça, et puis finalement, à quoi ça va servir, Gilets jaunes, pas Gilets jaunes? À moins qu'effectivement, il y a un truc plus grand, et c'est là où ça m'intéresse. C'est de voir ce qui se passe si effectivement un changement profond vient. Et ce changement profond, pour moi, a deux axes. Un qui me semble hyper important, qui est celui du perso, c'est-à-dire que je vais changer les choses que si je me change moi-même. Et puis un deuxième axe qu'effectivement, si je me change moi-même, ça suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait un mouvement plus grand que moi qui s'installe. Ça s'appelle sans doute le système. Donc si effectivement, grâce aux gilets jaunes, il peut se passer quelque chose qui change le système complet, euh, j'y vois un intérêt, et ça vaut le coup de s'y intéresser. Ouais. J'ai eu l'impression que ça a été la goutte d'eau, le carburant qui a flambé et les gens qui n'arrivaient plus à aller au travail, qui en pouvaient plus. Ça a été la goutte d'eau qui a créé le réveil de masse des consciences. C'est comme si d'un coup, ils pouvaient même plus respirer. Et là, c'était
stop quoi. Et souvent, à titre individuel, on a besoin que la personne elle descende très 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 bas, qu'elle en aille marre Complètement. pour qu'il se passe quelque chose. Complètement. Et moi, je l'ai vécu avec la maladie. Il a fallu que je tombe très bas pour que je prenne conscience de moi-même. Et là, on est sur un phénomène collectif où il a fallu que énormément de personnes tombent très 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 bas pour qu'il y ait un réveil collectif, un réveil sur plein de thématiques, mais qui a commencé par j'en peux plus de cette vie. Et petit à petit, ils se sont rendus compte du pourquoi, et puis aller chercher le pourquoi, et après aller chercher derrière. Et petit à petit, du coup, les gens se rendent compte de beaucoup plus de choses. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est il y a trop de colère, je peux pas prendre cette colère, je vais m'effondrer. Et puis, petit à petit, je me dis, et si on passait d'autres informations là-dedans et si on distillait des petites graines et des petites graines si on envoyait un peu d'amour, de joie, de lumière, et en plus de ça, ça fait du bien à tous et puis ça se répand à toute vitesse. Et on le voit, il y a des chansons qui sont lumineuses, il y a des chants, il se passe vraiment des choses magnifiques. Et en plus de ça se voit pas à la télé. C'est bizarre parce que ça correspond pas à ce qui se vend. Je vais être très critique si je rentre là-dedans. Mais je me dis que finalement, c'est l'occasion de rentrer avec un autre regard en tant qu'entre guillemets extraterrestre qui rentre pas dans la colère, mais qui rentre avec en essayant de distiller un autre regard et en essayant de proposer plus de bienveillance. Et tout le monde se rend compte qu'il y a une volonté, on va dire environnementale, gouvernementale, pour être plus précise, de créer une division. Et du coup, les gens se sont rendus compte de ça. Et ce qui est magique, c'est que du coup, ils se calment tous, ils s'auto-calment tous en disant « Stop, pas de désunion ». Et du coup, il se crée une espèce de cocon intérieur, de plus de douceur. Ok, excuse-moi. Et c'est assez bluffant, quoi, parce que moi, je suis beaucoup sur les groupes et je vois vraiment une énergie qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui est, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est vraiment la notion de nouveau monde et d'ancien monde, en fait. Et ça marche toujours pareil. Là, on parle de nouveau monde et d'ancien monde, mais il faut bien vous douter aussi que les gens, quand ils ont fait la Révolution française en 1789, il y avait aussi un ancien monde et un nouveau monde. Donc il n'y a rien d'ésotérique ou il n'y a rien de complètement barré à parler de ça. Quand il y a eu la Révolution industrielle, il y a eu la même chose. Quand il y a eu l'avant-guerre et l'après-guerre, il y a eu la même chose. Donc là, on est en train de parler plutôt d'un passé et d'un futur, mais avec une notion aussi de rupture. Et comme on peut tout à fait dire aussi, il y a dans notre histoire, avant l'Internet et après l'Internet. C'est quand même une sacrée rupture technologique. Je ne vais pas développer, mais vous m'avez compris. À chaque fois qu'il y a ça, dans l'histoire de l'humanité, d'abord, il y a des gens qui passent avant les autres dans le nouveau paradigme, dans le nouveau monde. À une certaine période, on les faisait brûler. On les faisait brûler, on les tuait, on les enfermait, ainsi de suite. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont complètement fous, qu'ils sont barrés, voilà. Le problème, c'est qu'on n'en est plus au moment où il y a seulement des dizaines de personnes qui ont écrit un bouquin par-ci, un bouquin par-là qu'on ne veut pas éditer. Là, maintenant, ça y est, moi, j'ai envie de dire, en France, il y a déjà des millions de personnes qui sont passées dans le nouveau paradigme. On n'en est pas à 60-40, mais on est peut-être à 10-20% de la population qui veulent déjà, qui sont déjà dans le nouveau paradigme. Et de toute façon, je vais vous dire un truc. La conscience est en marche. La révolution aussi est en marche, on l'appellera comme on veut. Une évolution. Mais oui, l'évolution est en marche et de toute façon, on ne l'arrêtera pas. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des gens, aujourd'hui, il y a des forces, consciemment ou inconsciemment, qui essayent de maintenir l'ancien monde et de faire en sorte que les anciennes règles et l'ancien paradigme demeurent. Souvent parce que c'est à leur avantage. J'irai pas dire que c'est le monde financier, par exemple, et tous les copains qui vont avec, mais je pourrais le dire.
Mais concrètement, je pourrais le dire. Quand je vois qu'il y a l'homme le plus riche du monde, là j'entendais ça il y a quelques jours, à 110 milliards de dollars son compte en banque. Alors évidemment, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Enfin, pèse 110 milliards, on va dire. J'ai envie de dire comment c'est possible. Un smicard qui travaille même 70 heures par semaine pendant 50 ans, il va amasser quoi, 4-5 millions au maximum. Comment le gars, il peut avoir 110 milliards? Comment il a fait son montage pour qu'en travaillant toujours 24 heures par jour grand maximum, il puisse avoir 100 000 ou 1 million de fois plus que l'autre? Expliquez-moi comment vous avez fait? Là, il y a une notion il y en a un qui a des tuyaux en fait, et ces tuyaux, bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils lèsent les autres. Donc effectivement, ça c'est l'ancien monde, va falloir que ça change. Et en plus, ça lèse la planète, et si on veut pas tous simplement disparaître, je pense qu'il faut changer. Et donc, il y a des gens qui retiennent les rênes pour faire en sorte que l'ancien monde reste encore possible. Et puis il y a les autres qui, de toute façon, sont déjà passés au nouveau paradigme et qui tirent de leur côté. Alors effectivement, ça fait des affrontements, mais c'est un peu comme quand on joue au jeu là où on tire à la corde et qu'il faut faire tomber l'autre équipe. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas forcément quelque chose de malveillant ou de complot ou de je ne sais quoi derrière ça. Certains, si vous avez envie de mettre du complot, vous pouvez y mettre. Chacun est libre de son truc. Mais en tout cas, il y a des forces, je dirais même au sens physique, avec de l'entropie, de l'enthalpie, ce genre de forces, qui font qu'il y en a une qui va vers le chaos et il y en a l'autre qui va vers l'ordre. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si on considère qu'il y en a une qui va vers l'ancien monde et l'autre qui va vers le nouveau monde, et puis la limite est en train de bouger. Et de toute façon, vu que l'évolution le veut, ça va bouger toujours en faveur, petit à petit, du nouveau monde. Et un jour, sur Terre, effectivement, on vivra avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus aussi de conscience et de responsabilité interne et externe vis-à-vis des uns et des autres, écologique, au niveau de l'éducation, au niveau de la politique, de manière de gouverner, et ça, on ne pourra pas l'arrêter. Seulement nous sommes des ouvriers quelque part, comme on dit, diraient certains des guerriers de lumière. Nous sommes des ouvriers, nous sommes les petites mains de cette évolution, et bah, chacun, on met notre pierre pour faire en sorte que ça avance, les uns en coachant les esprits pour faire en sorte qu'ils évoluent, les autres en diffusant des formations pour faire en sorte que les uns et les autres se forment et apprennent. Voilà, ça, je voulais vraiment dire que pour moi, c'est complètement naturel. Ça fait partie de la physique du monde dans lequel on vit, le fait qu'il y ait 2 forces qui s'opposent, hein. À l'école, on l'apprend ça en physique, hein, toute action amène une réaction, voilà, bon, bah, là, c'est exactement ça. On y est, et c'est normal pour moi, en fait. Il y a autre chose aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est cette notion, du coup, je le remets encore sur le plateau parce qu'on voit bien que, moi, j'ai fait un chemin, comme Maxime, intérieur et personnel, de développement personnel et spirituel, long, et intense, parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Maxime aussi, d'ailleurs, qu'on se soit intéressé ou pas avant à la société, à la politique, ainsi de suite. On en arrive à la même conclusion tous les 2, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de ce chemin, cette quête personnelle, il y a un moment où, quand on a fini de se tourner quelque part vers soi et que on se sent affirmé et construit, personnellement, là, je parle plus, du coup, à ta place, même si je ne devrais pas du tout le faire, excuse-moi. Personnellement, je me sens amené et en nécessité de me tourner vers l'extérieur pour voir comment je peux aider les autres à faire leur propre chemin personnel. Et j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que c'est plus en construisant chaque personne de l'intérieur que l'on finit par changer la société, qu'en essayant de changer les lois extérieures finalement de la société, et puis de s'apercevoir que les gens ne collent pas avec les nouvelles lois parce qu'ils sont toujours, bah, j'ai envie de dire, si on met une démocratie à plat, mettons il n'y a plus de président de la République, tout le monde vote et à chaque fois on fait un référendum. Je prends un extrême, mais si on n'est pas capable de regarder autre chose que notre propre ego, si on n'est pas capable de gérer nos émotions et notamment notre colère et notre rancœur vis-à-vis des uns et des autres, comment voulez-vous qu'on se mette d'accord pour écrire une loi? Ça va prendre des décennies, quoi, et notre pays serait complètement paralysé. Donc on a vraiment, cette nécessité aussi, à mon avis,
d'évoluer. de travailler sur soi et d'aider les autres à travailler sur eux-mêmes, parce que nous sommes aussi miroirs des uns des autres, pour pouvoir faire en sorte que ce nouveau paradigme puisse vivre et être concret au niveau des lois et au niveau du travail ensemble. Parce que si on met des lois jolies, juste sur le papier et qu'on n'est pas capable de les utiliser parce que nous, on n'est pas meilleurs, et ben, le monde ne sera pas meilleur. Ju- mais justement, ce que tu dis, Romuald, c'est hyper intéressant parce qu'au final, tu dis on travaille sur soi et en fait, on veut le transmettre, mais c'est le propre de l'homme. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que à l'époque, on nous enseignait un métier, on apprenait, on transmettait, et en fait, on a toujours fait comme ça. Que ce soit la construction, l'éducation, on apprend, et ensuite, ce qu'on a envie de faire, c'est l'enseigner à notre tour. Et maintenant, en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'on le fait plus pour le travail sur soi. Avant, on le faisait pour développer des métiers, pour apprendre la charpente, ce genre de choses. Et maintenant, c'est vraiment dans cette même idée, mais plus pour faire un travail sur soi. Un travail pour être plus heureux, un travail pour s'ouvrir aux autres, un travail pour rendre le monde meilleur. Et voilà, donc en fait, je pense qu'on en est capable, on en est complètement capable, et c'est dans la nature propre de l'homme. Enfin, si je prends mon exemple, dès que j'apprends un truc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est quoi? C'est le partager. Même je crois que ma chérie, ça doit la saouler parfois. Mais, mais voilà. Et juste pour rebondir, vas-y, Magali, je te laisse, je sens que tu voulais dire un truc. Vas-y. En fait, je voulais rebondir depuis un petit moment sur le moment où Romuald a parlé de la finance qui arrive à avoir des sommes astronomiques et que les résultats aussi de tout ça, c'est des résultats catastrophiques sur l'humain, physiquement, moralement et émotionnellement, mais aussi sur la planète. Et en fait, ma synthèse, ça a été de me dire, c'est des personnes qui vivent dans l'inconscience de la répercussion de leurs actes et qu'on est en train de passer sur un monde où les gens sont en train de vivre plus en conscience, où chaque acte commence à avoir, commence à toujours une répercussion, que ce soit énergétique, physique, sur les autres, et sur soi-même. Et on commence à en avoir conscience. Et ça, c'est comme si, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en t'écoutant, c'était de me dire, on passe de l'inconscience à la conscience, on passe complètement en évolution. Et il y en a qui ont déjà ces prises de conscience qu'on appelle l'éveil aussi pour certains. Et du coup, c'est comme si ça se propageait en ce moment, mais ça se propage avec un accélérateur. Et c'est aussi relié à l'énergie. On a commencé avec ça, au fait qu'on s'attire par l'énergie, et là, la conscience, c'est comme si elle se déployait aussi énergétiquement. Et l'autre chose qui m'est venue de manière assez nette quand je parlais de colère, c'est aussi la citation de Mère Teresa qui disait « Moi, je ne suis pas contre la guerre, je suis pour la paix ». Énergétiquement, mentalement, ça ressemble à peu près à la même chose. Énergétiquement, c'est complètement opposé. C'est comme je disais, je ne peux pas mettre mon énergie dans cette énergie de colère. Par contre, je peux la mettre sur l'énergie de « viens, on construit la paix ». Et là, je pense que Maxime, tu as peut-être quelque chose à dire sur cette partie prise de conscience, évolution intérieure et voilà, se raccorder à des énergies de paix, à la pensée positive dont tu parlais tout à l'heure, qui sont complètement cohérentes parce que on peut tout transformer, quoi. C'est ça le truc, c'est que je comprends le point de vue de ces gens qui s'énervent, et peut-être qu'il y en a dans le lot des gilets jaunes, même si j'ai bien entendu que c'était globalement pacifique, même si c'est pas ce qu'on voit à la télé. Et c'est normal que ça énerve de voir que quelque chose ne fonctionne pas et qu'a priori personne bouge et personne ne fait rien pour que ça change. Ça peut générer de la frustration, tu vois. Et puis si ça nous touche, pour peu que ça appuie sur une de nos blessures, on devient complètement hystérique, et puis les guerres se font comme ça, quoi. Une crise, c'est vraiment ça, c'est une blessure qui parle à une autre blessure, personne n'arrive à mettre de la conscience, et du coup, on fait tout exploser, comme ça, on règle tout. Comment on pourrait transformer cette colère, justement, qui est moteur, qui est motrice, hein? Et ben alors, comme le dit Romuald, juste avec un travail sur soi, et peut-être simplement par la compréhension que c'est pas en gueulant un grand coup et en faisant une grosse crise, du one shot,
qu'il se passe grand-chose, hein. Chez moi, il s'est passé la compréhension qu'il y avait de l'impatience, qu'il y avait de la frustration, qu'il y avait des besoins, et c'est ce retour à l'intérieur et l'apaisement de ça qui a fait un nouveau positionnement. J'ai pas forcément l'impression d'agir beaucoup à l'extérieur. Je fais pas de manif ou de choses comme ça, mais par contre, là où j'ai de l'action, c'est comme tu viens de le dire, c'est dans l'installation de plus de paix à l'intérieur de moi, et du coup, un truc qui se mesure pas, c'est peut-être frustrant ça aussi, parce que c'est pas facile à quantifier, mais une émanation forcément d'une autre énergie que celle que j'ai quand je suis agacé. Et du coup, partout où je me déplace, l'interaction, elle est différente. Et évidemment, si tout le monde se déplaçait avec une émanation comme ça, une vibration, une intention de paix, ou d'amour, de bienveillance, bah, d'un coup d'un seul, le monde est différent. Donc, effectivement, le monde peut changer juste en se changeant soi, et c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui fait la collectivité, la communauté, et hop, le monde a changé. Donc oui, c'est une évidence, c'est une certitude, on peut changer le monde en s'occupant que de soi, de ce point de vue-là. En se changeant soi, il se passe un truc, chlink, ça se propage. Et en même temps, là, c'est mon propre contre-discours, j'ai l'impression aussi qu'il faut que ça se soit encouragé. J'ai l'impression qu'effectivement, l'ensemble serait chouette. Je pense que ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que les personnes encore représentantes de l'État, parce que je pense que la France n'est pas encore prête à changer complètement à 100% son mode de fonctionnement, mais que ces représentants soient justes et bienveillants, et qu'ils aient l'expérience de ce qu'est la vie du peuple en fait, et voilà, qui respectent les humains, et qui soient dignes, et qui créent une vie digne en fait pour la France. J'ai l'impression que la prochaine étape, en fait, ce sera une transition. Ça ne veut pas dire d'un coup on rase toutes les institutions et on recommence tout à zéro, mais on met plus de conscience dans qui est responsable et comment ça fonctionne, et avec un meilleur contrôle. J'ai l'impression qu'il y a une phase intermédiaire où, où les gens vont, l'histoire des gens, ne serait-ce que ça, qui vont être qui vont représenter, même si c'est sur des périodes plus courtes, par exemple, elle va être décortiquée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est analysé rapidement pour savoir d'où il vient, en fait, et s'il peut nous manipuler. Parce que tout le monde a compris d'un coup la grande manipulation. Et donc, d'un coup, ils veulent plus se faire avoir, quoi. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai une autre lecture de ça. Effectivement, mentalement, c'est quelque chose que je peux comprendre, sauf que je le ressens pas comme ça. Dans la conscience me dit: «Une fois qu'on aura adopté, en fait, qu'on aura switché», et dans la notion de switch, il y a la notion de vraiment de rupture, avant, après, un monde entre les 2. C'est cette notion quantique d'une particule qui est en état A et qui passe tout d'un coup en état B, et que vu qu'elle est en état B, elle va caler toutes les autres molécules sur la planète en état B au même instant. Tout d'un coup, on va switcher. Alors effectivement, les murs vont toujours être blancs parce qu'ils étaient blancs, Macron sera toujours là, ainsi de suite, sauf que si ça se trouve, on a déjà switché en fait. Et après, ça va se mettre en place progressivement. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être ça que tu voulais dire, la mise en place progressive. Oui. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que à partir du moment où les gens ont pris conscience, vous avez eu déjà dans votre vie personnelle des prises de conscience. Tout d'un coup, vous avez l'impression qu'il y a un univers qui s'ouvre dans votre tête. C'est extraordinaire. Et vous avez ça. Et bien en fait, les prises de conscience peuvent être aussi collectives. C'est-à-dire tout un peuple, en même temps, peut prendre une prise de conscience, et en fait, on ne peut plus retourner en arrière. C'est ça. C'est exactement ce qu'il On y a. ne peut plus retourner en arrière. Là, je ne sais pas si on a encore atteint cet état de switch, mais je pense que si on est au travail, et le fait qu'on fasse ce podcast, c'est aussi pour ça. C'est pour contribuer au switch, parce qu'il faut suffisamment de, entre guillemets, de molécules, comment dire, sans être trop
C'est un saut quantique, quoi. Allez, si, ouais. Il faut suffisamment. En électronique, on appelle ça un effet hystérésis. L'effet hystérésis, ça veut dire si vous avez suffisamment d'intensité ou de voltage, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. En tout cas, si vous avez une quantité suffisante d'informations, vous avez le courant qui peut passer à travers comment dire, changer d'état. Mais il faut que le courant de départ soit suffisamment fort. Sinon, il reste dans son état d'origine. Mais une fois qu'il a switché, l'effet hystérésis, c'est qu'il ne peut plus retourner en arrière. Donc, il a le nouvel état, il a le nouvel état. C'est 0 ou 1, vous voyez ce que je veux dire? Et une fois qu'il est passé à 1, il reste bloqué là-dedans. C'est un petit peu la même chose avec notre histoire de conscience. Mais il faut faire l'effort suffisant d'information et d'informer autour de nous et de changer à l'intérieur de nous pour être quelque part les porteurs et les modèles aussi des autres, les inspirateurs par notre manière de vivre au quotidien pour que cet effet hystérésis arrive dans la globalité de la population. Et puis, une fois que ça sera arrivé, ça va être très simple. On va dire soit Macron démission, soit on veut réécrire la Constitution, mais vous allez nous laisser faire cette fois-ci, c'est nous, et pas vous qui allez la réécrire. Soit on veut un référendum d'initiative citoyenne avec les 4 modalités que tu as citées tout à l'heure pour reprendre le pouvoir sur la gouvernance. Et si on n'a pas ça, de toute façon, il n'y a plus rien qui marche en France. Tout le monde s'assoit, il n'y a plus personne qui arrête de travailler. On retire l'argent de toutes les banques, on arrête d'écouter les publicités et la télévision, et là, on va commencer à discuter après. On en est là, mais les gens sont encore paralysés par la peur de pas pouvoir payer leurs factures en n'allant pas au travail. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la grève générale, parce que les gens sont paralysés par la peur. Et sinon, c'est pour ça qu'on reste sur ce samedi. Mais entre-temps, entre chaque samedi, il y a plein de prises de conscience, et du coup, il y a plein de molécules qui se transforment, on va dire. D'ailleurs, là-dessus, il y a quelque chose que vous avez remarqué. On a parlé du côté fourbe des médias tout à l'heure, vraiment fourbe, parce que je pense que là-dedans, les gens qui sont les plus dangereux, c'est peut-être pas les politiciens. Les médias manipulent l'information. Et surtout manipulent notre esprit conscient et aussi inconscient. C'est-à-dire qu'ils mettent des choses dans notre tête, on ne s'aperçoit pas, et après on agit en fonction de ce qu'il y avait dans notre inconscient. Voilà, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, on met de la violence à la télévision alors que le mouvement est globalement, selon toi, pacifiste. Je ne suis pas allé vérifier, donc j'utilise cette formule-là. J'ai envie de dire, cette manipulation, elle est inacceptable. Et c'est vraiment même bizarre qu'on l'accepte déjà. Elle n'est plus acceptée, en tout cas par ceux qui ont ouvert les yeux. Mais j'ai perdu le fil. Je ne sais plus ce que je voulais dire après. Supprimons la télé. Non, mais tu vois, regarde. La Belle Verte, il faisait justement, il y a un petit extrait vidéo de La Belle Verte où la transition, justement, où la révolution forte dont il parle dans les cours d'histoire, ça a été justement boycott général et télé dans la rue. Alors, je me souviens de ce que je voulais dire. Merci beaucoup, tu m'as réactivé le truc. On voit bien que, bizarrement, les médias sont un petit peu contre le mouvement, essayent de garder l'ancien modèle qui leur bénéficie bien, parce qu'on parle de milliards là, dans les médias, concrètement. La presse, tout le monde dit oh oui, c'est inacceptable, les gilets jaunes, c'est des enfoirés, faut que ça s'arrête. Voilà, bah oui, il faut que ça s'arrête, parce que si ça continue, ils vont y perdre des plumes et beaucoup d'argent. Et on s'aperçoit, regardez autre chose, il y a 7% des salariés en France qui sont syndiqués. Je dis bien syndiqués, on parle des syndicats du coup. Eh ben, ils sont où les syndicats là? Les fameux défenseurs du peuple, les fameux pourfendeurs des injustices et ainsi de suite. Ils sont où les syndicats? On parle des rouges contre les jaunes. Eux qui sont en capacité de justement faire une grève générale, eux qui ont la structure, eux qui ont l'expérience. J'ai envie de dire, eux quelque part, vous savez pourquoi ils ne déclenchent pas une grève générale? Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, ils savent que si on la fait, cette grève, le monde va changer, le monde va switcher, le monde va basculer, et eux aussi vont perdre leur pouvoir, eux aussi vont perdre leurs intérêts, eux aussi vont perdre leurs sièges, leurs élections, et ainsi de suite. Parce qu'on n'aura plus besoin d'eux. C'est l'ego, hein. On est manipulé par les égos, hein.
Ah, Je mais veux pas aller plus loin, mais c'est assez incroyable parce que je reviens sur les médias. Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est alors là, je parle d'un sujet, hein, c'est pas forcément en rapport avec tout ce qu'on a dit, mais les gens qui ont de l'argent, souvent, c'est des cons, c'est des manipulateurs, c'est des gens qui sont mal intentionnés. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on te montre aux médias. Et moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont de l'argent et qui se servent de cet argent pour faire des bonnes actions. Et c'est ça aussi, les médias, moi, ça m'énerve parce que on va te montrer plein de choses qui sont mauvaises. C'est 10, 15, 20%, c'est tout. Alors qu'en fait, la vie, il y a tellement de choses qui sont tellement géniales et qu'on montre pas. Et moi, je trouve ça, enfin, après, ça, c'est dans l'intérêt des médias, quoi. Mais, sauf que c'est pas dans l'intérêt du peuple, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que c'est on un pourrait bel échange, conclure sur de la gratitude, en fait. Ouais. On pourrait conclure sur la gratitude. Et justement, pour finir là-dessus, quand on préparait gratitude, quand on préparait ce podcast, justement, comme j'ai aussi une activité que je suis en train de développer de photographe et vidéaste, je suis en train de rechercher justement un poème sur les arbres, la beauté de l'arbre et de la nature. Et en fait, j'ai envie de faire une vidéo, une belle vidéo, qui va illustrer ce poème pour que les gens prennent conscience que la nature, les arbres, c'est beau et que putain, on a de la gratitude pour ça, quoi. Voilà, désolé du terme, mais voilà, quoi. Et Ça sortait du gratitude fond du pour cœur. ça. Ouais, voilà. Ah, on devrait tous planter des arbres. J'aimerais aussi faire preuve de gratitude pour ce qu'on a l'impression qu'on ne devrait pas faire preuve de gratitude, c'est les épreuves. Personnellement, c'est grâce à une épreuve que j'ai évolué, et là, c'est grâce à avoir mis une situation chaotique dans un pays que les humains prennent conscience et font des grosses prises de conscience. Et donc, j'ai envie de faire preuve de gratitude finalement pour cette période qui a été très dure pour beaucoup de gens, qui l'est encore, et qui est le point de départ en fait, comme si c'était un point de départ pour repartir et de faire preuve de gratitude du coup pour cette énergie de transformation qui est en cours. T'as Moi, raison. j'ai de la gratitude pour ce que tu viens de dire. Ouais, c'est chouette. Ouais, moi aussi, ouais. C'est vrai, hein. Il y a une personne qui me disait, c'est ce qu'on appelle un cadeau caché. Tu as une épreuve, quel est le cadeau caché derrière? Et toujours, c'est pas facile à faire quand tu vis cette épreuve, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours un cadeau caché. Quand tu te fais licencier, bah, il y a plein de personnes qui se sont fait licencier qui ont finalement, ce fait de se faire licencier, ça leur a permis de créer quelque chose d'encore plus beau derrière. Et toujours voir ça, quoi. Un accident, il y a plein de gens qui ont eu des crises cardiaques, qui ont eu des cancers et qui finalement, c'est peut-être méchant à dire, mais grâce à ça, ils ont fait des choses incroyables, quoi. Non, c'est pas méchant, c'est la loi de la vie en fait. C'est vrai, Ouais. en fait. Ouais. Comme ça que ça marche, ouais. Parfois, faut prendre des claques et ça te fait déclencher un truc génial, quoi. Voilà, et là, d'un point de vue collectif, c'est aussi évident, aussi. Encore plus. Mm. Il y a des personnes qui prennent des grosses claques physiques à l'heure actuelle, et ça déclenche un énorme, une réaction en chaîne en fait. Et c'est certainement très difficile pour certaines personnes, mais par contre, de l'autre côté, c'est un moteur, quoi. Et donc, merci à ceux qui souffrent finalement, parce que vous déclenchez un grand courant de changement et d'évolution. Mm. Cette période, elle est vraiment exceptionnelle, hein. Il y aura un avant, il y aura un après, et on a une chance dingue finalement d'y vivre, hein, et d'en faire partie, hein. Finalement que ce soit passé. Mm. Allez. Bon, en tout cas, je vous dis un grand merci pour avoir animé ce podcast, pour cet échange qui était juste incroyable. En tout cas, je reprends ma casquette de présentateur. Schlouk! Pour ceux qui ont écouté ce podcast, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir de nous avoir suivis jusque-là. Surtout, moi, je vous invite à partager ce podcast pour partager toutes ces choses qui ont été dites ici, pour que
plein de personnes en prennent conscience. Et je vous invite aussi, parce que ce podcast il a été créé aussi grâce à Ensemble vers un monde meilleur, à venir découvrir Ensemble vers un monde meilleur, et je pense que ça peut apporter beaucoup. Donc c'était le mot de la fin. Je vous souhaite une belle continuation et à très vite dans un prochain podcast. Ciao. 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 Bye bye. À plus.